Nickel, on vous voit bien. Euh, Comment vous allez? Nous, Super. ça va, hein. Nous, nous, on est tranquille Bah, chez nous. Dans ma zone, c'est les vacances, tout va bien, hein. ça va, vous n'avez pas encore les sujets des étudiants entre les mains. Nickel, bon, bah, c'est pas de souci. T'inquiète pas, Arthur, et du coup, ouais, il y a Kevin ou Vincent. Donc ça, c'est assez marrant. Ok, bon, rien à voir. Donc on va se pencher sur le sujet d'ESH, ESCP, schéma, composition Emmanuel Combe. Un sujet qui porte ici sur la mondialisation. On en parlait un petit peu en géopo, finalement, on en reparle ici en écho. Ça vous a inspiré quoi? Je sais que vous avez un avis qui est un peu différent sur la question, Léo et Thierry. Je commence par Thierry. Good Je peux pas vibe le lire. avant bad vibe. Ben moi, j'ai un avis, j'avoue que oui, moi je trouve que c'est bon, voilà, hein, moi je trouve que c'est une belle formulation parce qu'on n'est pas dans la formulation simplement. Est-ce que le libre échange c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que voilà, je trouve que la formulation, cette formulation avec l'ouverture au commerce international, on s'était déjà cadré, effectivement, c'est pas libre échange, c'est pas mondialisation commerciale. Je pense que là déjà c'était facilement identifiable. Mais par rapport au passé, je trouve que ben, bon, on va discuter, hein, les problématiques actuelles se réfèrent bien à ça. Donc moi j'ai trouvé effectivement c'était un sujet vraiment, voilà. Tout comme le sujet HEC quand même aussi, hein, moi j'ai trouvé que ça allait aussi, mais bon, c'est pas le débat ce soir. Léo? Non, mais en soi, moi, je suis pas forcément en désaccord avec ce que dit Thierry. Moi, je le trouve juste assez simple, en fait. Je trouve qu'il est sur une thématique qui était attendue de la part des étudiants, voir la mondialisation, les questions de souveraineté, autant de sujets sur lesquels, normalement, un étudiant de prépa en économie doit avoir des billes, quoi. Donc, en fait, enfin, je pense que ça va être dur pour les correcteurs, honnêtement, d'échelonner les notes et de démarquer certaines copies, parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur le sujet, enfin, tout le monde avait beaucoup, beaucoup de choses à dire et avait un plan en fait quasiment automatique quand on voyait le sujet, quoi. J'avais l'impression que c'était assez simple, quoi. Alors autant le sujet HEC était très dur, autant celui-là je trouve très simple, donc peut-être un juste milieu pour la prochaine fois, quoi. Peut-être une concertation les deux concepteurs. Mais c'est vrai que là, on le voit à première vue, je pense, un sujet où les étudiants ont été, à première vue en tout cas, rassurés en voyant l'intitulé. C'était pas celui d'HEC, c'était pas technique au sens écrit comme du terme. C'était quand même relativement, je dirais, ouvert, comme le porte d'ailleurs l'intitulé du sujet sur l'ouverture au commerce international. Et je pense que voilà, le seul élément problématique qu'il va y avoir, c'est qu'il ne faut pas tomber dans une récitation de cours dans ce type de sujet-là. Et justement, on va s'y pencher, mais pour le coup, un sujet qui est assez intéressant, avec peut-être cette formulation appartient-elle au passé, qui peut en fait finalement être, je dirais, le seul élément un peu vicieux de ce sujet-là, où finalement on peut avoir un plan qui est téléphoné, qui se dit, bah, est-ce que je le fais passé, présent et futur? Et si je fais un plan comme ça, est-ce que c'est bien d'ailleurs justement Thierry? J'ai toujours tendance à dire aux élèves, vous savez, c'est comme au casino où Warren Buffett, il disait quand vous commencez à beaucoup gagner au casino, méfiez-vous parce que c'est vous le pigeon au final, quoi. Donc moi j'ai tendance à dire que des sujets qui sont relativement simples comme ça, attendez, posez-vous, posez-vous la question justement, qu'est-ce qui n'est pas simple dans le sujet? Parce que voilà, le passé, présent, futur, moi, dans ce type de sujet, j'avoue que, étant donné qu'on a une référence au passé, moi j'aurais fait un plan thématique, beaucoup plus thématique pour dire par rapport au passé, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Mm. Et j'aurais pas fait, alors j'aurais pas fait, il faut se méfier des plans de type oui, non, quoi. Ça, c'est pas possible. Des plans qui annoncent quelque chose et qui ensuite reviennent dessus. Voilà, on va le développer ensuite, mais moi, je serais parti sur un plan thématique, mais en prenant bien en compte des problématiques spécifiques au monde d'aujourd'hui, quoi. Et surtout que, enfin, encore une fois, c'est toujours la même chose en ESH, mais bien prendre en compte tous les éléments, et même peut-être un élément qu'on n'a pas dans le ESH, mais c'est la partie aussi un petit peu, je dirais, géographique, qui peut rentrer en compte avec à chaque fois cette comparaison qu'il faut s'efforcer de se faire, c'est dans un contexte temporel, mais aussi dans un contexte spatial, et aussi par rapport au type de pays. C'est vraiment des comparaisons qu'il faut bien maîtriser à chaque fois. Est-ce que l'ouverture au commerce international, elle appartient au passé pour les pays en développement? Est-ce que c'est le cas pour les pays en voie de développement? Si oui, à quel moment? Et c'est vrai que là, on a aussi des éléments qui viennent, voilà, moi qui me remémore en tout cas des éléments de prépa, du Gerschenkron, du Rosto qui vient de me passer par la tête justement par rapport à ça. Et on va rentrer un petit peu dans ce sujet et dans la définition des termes, Léo, si tu veux bien justement commencer par la définition des termes.
Pour l'ouverture, par exemple, on Ouais, peut partir sur ce mot-là. Bon, mais l'ouverture, on peut d'abord la rapprocher d'insertion, même si on va voir qu'il y a quand même une différence entre les deux, c'est qu'on peut s'ouvrir au commerce international sans s'insérer dedans, et à l'inverse, on peut s'insérer sans s'ouvrir, parce que la Chine, par exemple, s'insère dans le commerce mondial alors qu'elle ne s'ouvre pas forcément aux autres pays, puisque les autres pays ont des difficultés à venir en Chine, enfin pour vendre exactement. Donc l'ouverture et l'insertion, il y a quand même un lien qui est fait, même si c'est pas des synonymes. Évidemment, l'ouverture, on peut le rapprocher des accords du GATT et de l'OMC sur une ouverture au libre-échange, en fait, hein. Quand on parle d'ouverture au commerce national, ça veut dire que son pays ouvre ses marchés, par exemple, à des producteurs étrangers. Donc, en fait, on a une ouverture des marchés nationaux aux producteurs étrangers. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxième point de mesure, parce que depuis le début des concours, on essaye toujours de donner une mesure de ce qu'on définit. Et bien donc là, il y avait une mesure qui était assez simple dans le programme de SH sur la mondialisation, c'est le fameux taux d'ouverture qui pouvait être pris comme référence sur l'ouverture au commerce international, un critère, ben, le taux d'ouverture, qui est en gros une moyenne des importations et des exportations sur le PIB. Donc c'est-à-dire le poids en fait du commerce extérieur dans le PIB d'un pays, quoi. Voilà. très clair. Et après, bah, cette notion, finalement, appartient-elle au passé? Comment on l'interprète, Thierry, justement, cet élément-là, pour justement ne pas bah, tomber dans cet aspect, je dirais, historique, passé, présent, futur, et justement réussir à rentrer dans un plan thématique qui peut être plus intéressant pour ce type de sujet. Comment on l'interprète bien, ce terme passé? La question du passé, c'est, allez, si on prend en compte le programme de SH, il commence au 19e siècle. Bon, 19e siècle, comme on disait, 1800, allez, 1814, 1815, fin des guerres napoléoniennes, congrès de Vienne, voilà, peu importe, ça commence début du 19e siècle. Et si vous regardez toutes les périodes qu'il y a, le passé, c'est quoi le passé? C'est le 19e siècle, c'est l'entre-deux-guerres. Est-ce que c'est la période, parce que Léo a fait référence justement à un terme, je pense qu'il était super important dans ce sujet, est-ce que c'est la période qui commence à partir de 47 et qui s'étend grosso modo jusqu'aux années 90 avec la période GATT-OMC? Donc une ouverture multilatérale. Est-ce que c'est une ouverture plurilatérale, donc au sein de clubs, une ouverture régionale, une ouverture bilatérale, une ouverture unilatérale? Donc déjà, vous voyez, les candidats référence au passé, c'est pour ça que je dis que le sujet paraissait simple, mais en fait, c'est ce mot passé qui va être hyper important à définir, quoi. Mm. Donc le passé, qu'est-ce qu'on entend par passé? Et puis je pense qu'il y avait aussi peut-être un petit piège qu'on pouvait soulever aussi dans l'introduction, quoi. Est-ce que, alors Léo l'a très bien précisé, hein, quand on parle d'ouverture au commerce international, il ne s'agit surtout pas de libre-échange, qui est une situation idéale typique. Ouverture, ça peut être effectivement, on entrebâille la porte. Mais la question est, enfin, par rapport au passé, dans le passé, finalement, est-ce qu'on avait une véritable ouverture, quoi? Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est pas quelque chose enfin, qu'on a toujours eu? Voilà, il y avait peut-être ça aussi. Est-ce qu'il y a rupture par rapport au passé, ou est-ce qu'on retrouve des situations de toute façon qu'on a déjà vues, mais dans des contextes complètement différents? Voilà, Ok, la transition écologique, enfin on verra, hein, nous amène le protectionnisme vert, ok, mais c'est un protectionnisme. Donc est-ce que voilà, donc le passé, moi dans la définition effectivement, je ferai référence par en soi le système Bretton Woods, onusien, multilatéralisme. Mais ça, c'est référence effectivement depuis la période des années 1940 jusqu'à aujourd'hui, on va dire 2008. Est-ce que c'est le passé plus lointain, donc qui nous ramène au 19e siècle avec une Grande-Bretagne qui domine, mais c'est à nous, c'est une ouverture unilatérale parce que le plus puissant peut le faire. Est-ce que c'est le traité de 1860, Cobden-Chevalier jusqu'en 1879, 1890 à peu près, où les pays s'ouvrent, voilà, et après ça se referme. Donc, moi, je pense que la difficulté, déjà, elle était là, quoi. le passé, justement, bah, c'est enfin, indéniablement, je pense, la difficulté et le cœur de ce sujet. Et justement, on a un étudiant qui nous dit parler des éléments au départ du programme, c'est-à-dire parler des mercantilistes, ça me fait des beaux souvenirs, ça, des physiocrates, donc ça remonte quand même à bien avant avec tout ce qui était colbertiste, etc., colbertisme, pardon, etc. Et est-ce que finalement ici, on s'étend enfin, on en parle dans le sujet directement, ou est-ce que justement ça peut être intéressant en élément de contextualisation après une accroche, par exemple, d'évoquer ces éléments-là, parce que c'est vrai que le programme, de manière générale, commence première révolution industrielle. Là, le chapitre portant sur l'histoire de la pensée éco bah, nous amène à une pensée qui est, je dirais, un petit peu plus ben, avant, en fait. Hein, finalement, c'était à l'époque justement de Colbert, etc. Donc c'était un petit peu avant. Enfin non, en fait, non, le mercantilisme, on était sur du 18e siècle, si je dis pas de Voilà. Oui, ça bêtises. remonte à loin, là, hein, quand même, hein, fais gaffe quand même, hein, il faut Ça pas. remonte à loin. On en rien. Mais du coup, non, ma question, donc voilà, on a l'étudiant qui nous parle donc du coup de mercantilisme et des physiocrates. Est-ce que ça c'est plutôt intéressant à évoquer dans une partie plutôt intro ou plutôt dans une partie, par exemple un grand A?
Thierry, Je, j'y vais, oui, enfin, pardon, oui. ouais. Alors moi, attention, si cet étudiant parle de colbertisme et il fait une récitation au cours d'histoire de la pensée économique, grand 1, je parle de ça, c'est purement chronologique, c'est de la récitation de cours, hein. Pour moi, personnellement, je ne vois pas d'intérêt. En revanche, on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on lit les thèses actuelles, on sait qu'il existe un courant néo-physiocrate, mais on sait qu'il existe aussi un courant colbertiste et mercantiliste, puisqu'on n'arrête pas de parler du néo-mercantilisme de Donald Trump, par exemple. Donc évoquer le mercantilisme, oui, mais pour dire qu'en fait que ça appartient tout à fait à la période actuelle. Et je rappelle juste que Eli Cohen, il avait parlé de la stratégie de remontée de filière française en parlant du colbertisme high-tech. Donc attention, l'histoire de la pensée économique, oui, mais pour en faire une récitation de cours, des fiches apprises par cœur, et puis comme ça balancer, il y a le mercantilisme, il y a ci, il y a ça, etc. Pour moi, ça n'a aucun intérêt dans une copie. Ok, hyper clair. Du coup, par rapport du coup, à ton plan, Léo, donc là qui va s'afficher à l'écran, on a une première partie, j'ai envie de dire, qui ne va pas être différenciante pour les candidats, dans le sens où en fait, tout début, premier élément quand on voit ce sujet-là, on se dit voilà, on va parler de Smith, de Ricardo, forcément de la partie justement des corn law, avantages comparatifs et avantages comparatifs versus avantages absolus, et finalement un petit peu les prémices des thèses classiques portant sur le libre-échange. C'est un petit peu l'élément qui nous est soufflé quand on lit ce sujet-là. Oui, bien sûr, en fait, le appartient au passé, hein, moi, m'a déjà donné une idée, c'est-à-dire de se demander si ça appartient au passé, est-ce que c'est pas parce que c'est dans le passé que ça s'est mis en œuvre, en fait. Évidemment, ça appartient au passé puisque c'est dans le passé qu'on a commencé l'ouverture au commerce international. Alors là, après, je ne vais pas revenir sur tous les auteurs parce que normalement, les étudiants en classe préparatoire connaissent David Ricardo, connaissent Adam Smith. Mais le but, c'est de dire qu'en fait, depuis le 19e siècle, on a déjà des théories économiques qui nous disent qu'on peut s'ouvrir à l'échange international, au commerce international, parce que c'est rentable, en fait, c'est efficace, c'est un modèle gagnant-gagnant. Et en plus, on a des événements historiques qui nous montrent qu'il y a une période précise dans laquelle il y a une ouverture au commerce international. Depuis l'abolition des Corn Laws en 1846 et avec le traité Cobden-Chevalier par la suite, on a quand même une ouverture au commerce international qui appartient à l'histoire économique, puisque c'est dans l'histoire économique que ça a eu lieu. Par contre, ce qu'il faut aussi préciser, et ça c'est intéressant pour la suite du sujet, c'est que, attention, hein, ce n'est pas un libre-échange parfait, ce n'est pas un commerce international où il n'y a aucune barrière. Hein, parce que dès qu'on a le crack de 1873, on retombe complètement dans une période de tarifs douaniers entre tous les pays du monde qui remettent en place des tarifs. On pense notamment au tarif Méline en France sur l'agriculture. Donc en fait, le contexte historique peut être intéressant pour dire, ben voilà, il appartient au passé vu que ça a été mis en place dans le passé. Mais en plus, quand on va traiter la partie, est-ce que ça appartient au présent, on va se rappeler que même dans le passé, alors on pensait qu'il y avait du commerce international, une ouverture, cette ouverture n'était pas parfaite. Et donc, il ne faut pas attendre du présent que cette ouverture soit parfaite pour la considérer comme le fait qu'elle appartient au présent. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de te dire, Dorian, mais Si, moi c'est. j'ai compris, hein. N'hésitez pas à me dire dans le chat justement si c'est pas très clair. On a ensuite du coup Thierry, justement, toi, comment tu aurais attaqué ce sujet-là dans une première partie? Donc c'est vrai que Léo défend la thèse finalement qu'il y a indéniablement une ouverture du commerce international dans le passé. Toi, est-ce que tu aurais attaqué de la même manière ou pas nécessairement? Non, après, effectivement, ça dépend comment enfin, nos sensibilités de formation différentes. Moi, je serais parti, effectivement, pour montrer qu'il y a beaucoup de plans, hein. Sur un plan thématique, moi, je serais parti, vous voyez, le passé, moi, j'aurais rebondi tout de suite sur, alors, comme disait Léo, le Smith, Ricardo, les avantages comparatifs. Moi, je serais parti comme base de ça pour dire que ça, c'est ce qui a fondé finalement le GATT, par exemple, le multilatéralisme. Donc, je serais parti d'une ouverture commerciale multilatérale, voilà. Et je serais parti pour dire qu'aujourd'hui, pourquoi c'est plus possible? Parce que dans un cadre multilatéral, c'est la théorie des jeux qui nous le dit. On sait que dans le cadre, par exemple, du dilemme du prisonnier, on sait qu'on est dans un équilibre de Nash qui n'est pas un optimum de Pareto. Donc déjà, pour moi, vous voyez, un étudiant qui maîtrise le dilemme du prisonnier en one shot, le dilemme du prisonnier répété, et si vous connaissez aussi la théorie le jeu du bien public, en fait, il s'agit de montrer qu'aujourd'hui, comment dire, aujourd'hui, on a deux superpuissances, Chine et États-Unis, alors qu'en 1947, par exemple, lors du GATT, des négociations du GATT, vous aviez les États-Unis uniquement. Donc, montrer que les États-Unis, en étant la superpuissance de l'époque, arrivent en tant que leader hégémonique, Charles Kindleberger, à faire prendre conscience à tous les autres pays qu'il faut qu'on arrête les guerres commerciales et qu'on s'ouvre progressivement dans un cadre multilatéral. Le mot multilatéralisme, pour moi, j'aurais bien insisté là-dessus. Voilà. Et montrer qu'aujourd'hui, justement, le problème des négociations commerciales, c'est quoi? C'est que la Chine
ben, vous avez deux puissances qui s'affrontent, et ça, c'est un ouvrage de Graham Allison qui s'appelle Le piège de Thucydide, qui montre qu'effectivement, quand vous avez Rome face à Carthage, quand vous avez Athènes face à Sparte, quand vous avez les États-Unis face à la Chine, vous ne pouvez pas avoir un équilibre qui se crée, il y a forcément confrontation. Donc moi, je serais parti de là-dessus, mais voilà, de nouveau, c'est parce que théorie des jeux, j'ai été formé comme ça aussi. C'est vrai que cette idée de théorie des jeux, moi, je le trouve super intéressant pour les concours, quoi. Hyper intéressant, Thierry. Léo, toi de ton côté, et on a un étudiant qui me dit, je m'attendais plus à un sujet sur la dette ou la croissance, et j'ai vraiment raté ce sujet pour le coup. Mince Joyce, ben, n'hésite pas à nous dire un petit peu ce que tu as fait et pourquoi tu penses que tu l'as raté, parce qu'en réalité, tu peux autant Mm. avoir fait une Ah copie ouais. qui s'est démarquée, qui peut être hyper intéressante. Léo, de ton côté, toi après, tu pars sur un grand 2 en disant donc, cette ouverture, et je vais la partager aux étudiants, cette ouverture appartiendrait au passé, car la tendance semble plutôt aujourd'hui à une rhétorique basée sur la fin d'une ouverture à outrance. Et du coup, forcément, avec tout ce qu'on évoque régulièrement en live et ce qui se passe en fait dans l'actualité, où les pays forcément se retournent un petit peu plus sur eux, les montées des extrêmes droites et forcément aussi le protectionnisme qui revient avec protectionnisme vert aussi que tu as évoqué un petit peu Thierry. Justement, c'est quoi un petit peu les éléments que tu développes ici, Léo, dans cette seconde partie? Alors ici, il va y avoir une perspective sociologique, parce que tu commences à avoir l'habitude, Dorian, j'aime bien mettre un peu de sociologie partout. La mondialisation, en ce moment, elle est accusée de tous les maux en fait, de nos sociétés. Alors il y a des références théoriques hein, qui se basent, enfin, sur lesquelles on peut se baser là-dessus. Notamment, on accuse la mondialisation de chômage et de désindustrialisation avec David Autor. On accuse la mondialisation d'inégalité interne et externe avec Milanovic, avec les théories de l'échange inégal. On accuse la mondialisation de perturbations environnementales. Alors là, il y a beaucoup d'auteurs. Moi, je prends Mathilde Dupré, mais ce n'est pas du tout une référence attendue. Et on accuse aussi la mondialisation du vote populiste et de la perte de souveraineté industrielle. Ça fait quand même beaucoup. Du coup, c'est vrai que quand on fait cet inventaire-là, on a du mal à se dire qu'on a envie de s'ouvrir encore aujourd'hui au commerce international. Parce que si on voit tout ça lié à cette ouverture, ça nous fait douter. Et quand on rajoute à tous ces mots ce qu'on appelle des entrepreneurs de morale en sociologie, donc le concept de Howard Baker, c'est-à-dire des mouvements altermondialistes ou des agriculteurs dans le passé récent qui sont contre, hein, qui le disent dans les médias, qui sont contre l'ouverture au commerce international parce que ça engendrerait un jeu non égalitaire, non équitable, et bien en fait, que voulez-vous d'autre que d'être anti-mondialisation et anti-commerce international? Donc là, on a une partie qui montre plutôt que cette fronde contre l'ouverture au commerce international, notamment dans les pays développés, on peut la voir d'une perspective sociologique, c'est-à-dire d'une construction de problèmes publics, où l'ouverture au commerce international serait devenue une sorte de problème public, parce qu'elle engendrerait des mots, tous les mots que je viens de citer. Et ça se prouve comment? Il y a une étude du CEPI qui est très intéressante, qui est menée là, en avril 2024, qui montre que le vote anti-mondialisation a été multiplié par quasiment 6 entre 1980 et 2020, en France, et 2022, pardon. Donc en fait, on voit que sur cette période-là, tous les discours anti-mondialisation ont pris le pouvoir pour des raisons efficaces et véritables et d'autres moins. Et donc du coup, en fait, on arrive à une situation où effectivement, l'ère d'aujourd'hui ne semble plus à l'ouverture au commerce national. Ok, hyper clair. On a Thierry, un étudiant, qui nous pose une question, Étienne, euh, qui nous dit est-ce que c'est pénalisant de ne pas C'est trop le avoir même qui avait parlé? parlé des prix idoniques? Il y a moyen, je pense que ce soit ce Ah, si Étienne, c'est le même, on fidèle, attend. Alors, on attend du fidèle. lourd, Étienne, hein. Si tu as parlé déjà des prix idoniques avant-hier, j'attends du lourd. Vas-y. Alors, bah, on a pas mal de questions. Là, en tout cas, on a une belle brochette et forcément, les étudiants aiment venir à chaque fois. Étienne qui nous dit, est-ce que c'est pénalisant de ne pas trop avoir mis l'accent sur le passé, mais d'avoir fait un plan plutôt orienté du type l'ouverture au commerce international a montré ses limites. Pour autant, dans un grand 2 donc, l'ouverture du commerce international n'est pas au passé, mais elle se réinvente. Donc, Ah oui, ouais, c'est enfin moi tout. oui, enfin moi c'est un plan. Moi quand je dis plan thématique, effectivement, ça serait un plan. Alors pas peut-être de cette forme-là, mais pour moi ça me semble tout à fait pertinent. Oui. D'ailleurs, ça me rappelle justement la mondialisation se réinvente. Je me rappelle la conversation que vous aviez eue avec Alain Nonjon avant-hier sur la géopo. On était juste arrivés nous en écran juste après, et il parlait de nearshoring, friendshoring.
Et tout ça, ça nous montre justement que l'ouverture commerciale, est-ce qu'elle appartient au passé? En fait, l'ouverture commerciale multilatérale, généralisée, tout le monde, ok, voilà, le fameux monde plat, voilà, c'est fini. Par contre, on entre dans une mondialisation où j'avais retenu une phrase, moi, de Robert Gates en octobre 2022, qui est secrétaire d'État défense américain. Robert Gates, il avait dit en 2022, la politique américaine, désormais, ça va être small yard, high fence. Petit jardin, par contre, des clôtures extrêmement élevées. On va se limiter sur un nombre très limité de technologies, de produits. Par contre, on va mettre des barrières douanières, des subventions, etc., extrêmement élevées. Ça, plus le friendshoring, je crois que c'est Janet Yellen qui en avait parlé notamment. Voilà. Donc voilà, quand Étienne parle effectivement d'une reconfiguration de la mondialisation, moi je basculerai effectivement là-dedans, quoi. Pour montrer qu'on ne va pas, comment dire, la souveraineté autarcique telle que l'a définie Emmanuel Combe dans un de ses articles récents, ça ne marche pas. La souveraineté libérale, on libère complètement, ça ne marche pas. Entre les deux, donc vous avez deux idéotypes, entre les deux, vous aurez la souveraineté, par exemple, de type mercantiliste ou la souveraineté de type rattrapage, de type Europe. Voilà, Hyper clair. Pas trop en faire, mais voilà. Étienne qui nous dit justement qu'il a aussi parlé du friendshoring. Ça va te faire sourire, Thierry. Bon, Étienne, par contre, tu diras, Étienne, on veut juste savoir, par contre, tu enverras un petit message à Dorian, s'il te plaît, pour savoir qu'est-ce que tu as intégré, parce que, sincèrement, plus tes notes et ce que tu auras intégré, s'il te plaît. Bah, tu nous enverras tes copies sur Mister Prépa. En plus, elles sont dispo gratuitement à partir de donc juillet, je crois, pour la. Non, écrit comme vous devez payer pour les avoir. Je crois que c'est 25 euros de mémoire ou 30 euros grand maximum. Pour la BCE, c'est gratuit à partir de novembre. Donc, pareil, petite pub pour Mister Prépa. Vous avez tous consulté les bonnes copies de Mister Prépa. Il y en a plus de 500. Plus gros répertoire de bonnes copies. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer directement. Pour conclure ce sujet et parler justement de ta dernière partie, Léo, qu'on va afficher à l'écran, tu me disais, pour conclure, enfin pour cette troisième partie du moins, pour autant, l'ouverture des pays au commerce international est une réalité qui ne doit surtout pas être remise en cause au vu de nos défis actuels. Et là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une porte d'entrée, sans mauvais jeu de mots encore une fois, vers tous les enjeux actuels, notamment d'un point de vue écologique. C'est tombé d'ailleurs en géopo ESCP. Léo, ici, si tu peux commencer à développer cette partie-là. Alors, honnêtement, Thierry a bien commencé déjà avec ce qu'il vient de dire. Pardon. Non, c'est très bien. Parce qu'en fait, voilà, ce que disait Thierry, c'est-à-dire que l'ouverture au commerce international existe toujours, mais sous une forme différente. C'est ça que montre la réalité et les chiffres, en fait. Par exemple, l'OMC montre dans ses études depuis 2022 que le Covid-19 n'a pas eu d'impact à la baisse sur les échanges internationaux. C'est-à-dire qu'on échange plus après Covid qu'avant Covid. Donc, ça veut dire que la mondialisation et l'ouverture des pays au commerce international, elle existe toujours pour les biens et les services, non pas pour les flux financiers qui ne sont pas dans le sujet, vu qu'on ne parle pas de mondialisation. En plus, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit une logique de bloc qui s'installe, donc ce qu'on appelle le friendshoring, c'est un peu ça, c'est-à-dire bloc contre bloc. D'un côté, un bloc avec Russie, Chine, de l'autre, un bloc avec Amérique, Union européenne. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les échanges entre les deux blocs ont diminué, et qu'en fait, les échanges à l'intérieur des deux blocs, eux, ont augmenté. Et donc, en fait, voilà, c'est juste on constate que l'ouverture n'appartient pas au passé, mais qu'en fait, elle a changé de forme dans le présent. Voilà. Et ensuite, sur les défis d'aujourd'hui, j'en retiendrai notamment un, parce qu'on peut mobiliser un graphique, et c'est souvent une question que tu poses, Dorian, avec le graphique des droits de douane que tout le monde voit, qu'on peut attribuer à Paul Samuelson. Emmanuel Combe, qui est celui qui a fait le sujet, avait publié un article en 2022 qui montrait que pour avoir du pouvoir d'achat, il fallait rester ouvert. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir des biens moins chers, eh bien, la concurrence internationale, elle a un rôle à jouer. Et donc, par exemple, il montre que si les États-Unis aujourd'hui diminuaient les droits de douane de 2%, il y aurait 1,3% d'inflation en moins et il y aurait 800 dollars de pouvoir d'achat en plus pour les ménages américains. Et donc là, on voit que par exemple, pour un défi très actuel qui est le pouvoir d'achat des classes moyennes des pays développés, eh bien, effectivement, si vous voulez plus de pouvoir d'achat, il faut plus d'ouverture commerciale. Et ça, c'est Emmanuel Combe qui le dit. Donc j'imagine que dans le rapport de jury, ça sera plutôt accepté. Voilà. Au top. On a deux questions pour toi, Thierry, parce que j'aime bien poser des questions d'étudiants. Donc là, sur des sous-parties. Donc là, on a Cloud à W207 qui nous dit faire une sous-partie sur une tendance au régionalisme qui peut entraver l'ouverture des pays non signataires d'ACR avec le concept de bloc forteresse de Régis Benici. Est-ce que c'était pertinent? Oui, alors c'était pertinent. Pourquoi? Parce que justement, le problème de ce recentrage friendshoring, nearshoring, c'est qu'en fait, comme le disaient les États-Unis, friendshoring c'est bien, mais les amis, qui les choisit? En fait, qui désigne les amis, quoi? Bah, ce sont les États-Unis qui vont dire ça, c'est nos amis, ça, ce ne sont pas nos amis. Donc en fait, on a l'impression qu'il va y avoir une bipolarité. Soit vous êtes du côté chinois, vous vous intégrez dans l'ère chinoise, soit vous êtes du côté américain.
voilà, les Européens, pour l'instant, au milieu, les fameux herbivores au milieu de carnivores, quoi. Donc effectivement, tout l'enjeu, c'est pour les pays pauvres ici. Voilà, et je crois qu'effectivement, hein, comme disait Léo, Emmanuel Combe, je crois, il y a quelques années aussi, avait sorti effectivement un article justement qui disait que le problème des pays pauvres, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir à l'OMC, aucun poids, donc ils se retrouvent complètement écartés. Et justement, pour illustrer cette phrase qui vient d'être dite, je reprends une phrase de Sarah Guillou dans son ouvrage La souveraineté économique à l'épreuve de la mondialisation, ouvrage de 2003. Il dit la chose suivante: la souveraineté économique se construit dans l'acceptation d'une interdépendance équilibrée. Interdépendance équilibrée. Le problème, c'est que interdépendance équilibrée, on voit bien aujourd'hui, Trump avant, Biden aujourd'hui, son Inflation Reduction Act, c'est pas du tout une interdépendance équilibrée. Juste un rappel, hein, par rapport à l'IRA, les États-Unis, vous avez des gouverneurs des différents États américains qui viennent faire le tour en Europe et dire aux entreprises européennes, venez chez nous, on vous donne plein de subventions, quoi. Donc, vous voyez, on est amis, mais bon, dans le dos, on a le couteau dans le dos, et puis voilà, quoi. Et juste une dernière phrase d'Emmanuel Combe pour illustrer ce que disait, je crois que c'est Claude, c'est ça? La Ouais. souveraineté économique, c'est la dépendance choisie et symétrique entre des partenaires excellents chacun dans leur domaine. Dépendance choisie et symétrique. Voilà. Même entre amis, est-ce qu'il y a vraiment symétrie, quoi? Hyper clair. Dernière question sur cette partie ESH avant de passer aux mathématiques avec Olivier. Samuel qui nous dit: j'ai fait une sous-partie sur les échanges financiers qui ont montré l'ouverture des États. Est-ce vraiment pénalisant? Parce que c'est vrai que le sujet ne parlait pas de la globalisation financière, parlait du commerce international, donc tout ce qui va toucher plutôt à la partie commerciale et beaucoup moins financière. Léo, t'en penses quoi? Après, il faut voir l'ensemble de la copie, mais effectivement, c'est plutôt un argument qui est pas tout de suite dans le sujet, vu que commerce international, c'est pas mondialisation. Et si les concepteurs ont mis commerce international, c'est pour parler de commerce, et les flux financiers ne font pas partie de cette définition normalement. Le commerce international, on est vraiment sur l'échange de biens et de services. Donc c'est vrai que c'est plutôt hors sujet. Après, voilà, une sous-partie sur 6 voire 9 arguments, ça reste à la marge. Et donc après, si le candidat fait une très bonne copie et qu'il y a juste cet argument-là qui va pas, il n'aura pas 5 non plus, quoi. Voilà, c'est pas un Voilà, hors sujet. tout dépend aussi où tu l'as placé. C'est sûr que si tu le C'est places en conclusion. 3-3 ou... Voilà, si c'est en conclusion, c'est moins grave que si c'est dans le 1A, l'argument qui est censé entamer la dissertation, qui est central. Bon, voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'on n'a pas, mais pour les candidats, voilà, fallait plutôt éviter ce piège-là dans le corps de la copie. Pourquoi pas en parler en conclusion? Mais voilà, essayer de bien distinguer mondialisation et commerce international, même pour les préparationnaires qui arrivent, c'est important. Une dernière question, parce qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Lila qui vient de nous poser la question suivante. Pouvons-nous parler de la délocalisation avec les avantages comparatifs des pays étrangers? C'est toujours pareil, comment c'est intégré, délocalisation. Alors, ok, ouverture commerciale pour délocaliser. Quand on délocalise et qu'on réimporte des produits, il faut forcément qu'il y ait une ouverture, puisque voilà, la baisée de Rodon favorise ça, quoi. Ça dépend toujours pareil, Lila, on va pas t'inquiéter, mais ça dépend comment c'est fait. Et le sujet, comme on l'a dit, quoi, il peut être large, comme c'est bien ouvert, le champ est clairement délimité. S'il faudra distinguer des copies, on va peut-être d'abord prendre les copies, valoriser les copies qui ont répondu Frontalement. à la question, rien qu'à la question, quoi. Au top. Donc désolé. Dernière question à tous les deux qui émane de moi cette fois-ci, avant d'accueillir Olivier. C'était quoi votre sujet préféré tombé donc du coup concours Écricom BCE 2024 entre du coup le SHSEC, le SHESCP, les deux sujets Écricom, Léo et Thierry. D'abord Léo. Moi, c'est celui d'HEC et SEC, du coup. Parce que je le trouve vraiment d'actualité, il est complexe, mais en même temps, c'est un sujet pour entrer à HEC, SEC ou EDEC, donc on peut pas non plus être dans un sujet qui est aussi simple que les autres. Donc voilà, moi c'est mon sujet préféré parce que effectivement, je trouve que c'est celui qui parle le plus d'actualité sous un angle inattendu au départ pour les candidats, donc c'est un sujet déroutant mais challengeant. Moi, le sujet ESCP, je trouve la formulation, justement, par rapport à l'ouverture commerciale, un peu originale et justement bien ancrée dans l'actualité aussi, quoi. Au top. Ben, J'adore. merci encore une fois. Ah, et moi je préfère le dernier aussi, celui de l'ESCP qui est tombé là, parce que moi je suis très team économie réelle, je suis beaucoup plus à l'aise et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc moi j'aurais pris ce sujet ESCP. Donc c'est tout bon. Ben, merci à vous deux pour avoir assuré l'ensemble de ces live vidéos pour les analyses sur le site de Mister Prépa. On vous retrouve très rapidement sur Mister Prépa. Il y a eu des beaux projets avec notamment une colle qui a été filmée avec Thierry, hyper intéressant et ça sera bientôt sur Mister Prépa. Merci à tous les deux
et très Bonne belle soirée, messieurs. soirée Bon à vous. courage. Bonne soirée à vous. C'est vous qui fermez la boutique, hein. Désolé. Ben, on va gérer ça.